Ah, vous êtes là. Chers amis débriefeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre show consacré à l'actu politique et pop culture africaine. Cette semaine, on va aller au Gabon, en RDC, en Centrafrique, sans oublier les recommandations musicales en fin d'émission. Mais avant tout cela, je souhaitais ouvrir ce numéro avec une affaire sénégalaise qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Vous le savez, le Sénégal, c'est un peu la Mecque des séries en Afrique francophone en ce moment, avec à peu près toujours la même formule, une héroïne, des ambitions contrariées, une rivale ou une belle famille pas très sympa, et des personnages masculins qui donnent la migraine. Alors, certains se plaignent du manque d'originalité des intrigues, mais avouons-le, la formule fonctionne et le public, pas que sénégalais d'ailleurs, en redemande. Du coup, il y a beaucoup de nouvelles fictions venant de la Team 221 ces derniers temps, dont une qui a démarré de manière très prometteuse début janvier 2021. Alors, à la régie, est-ce qu'on pourrait me lancer le sujet façon bande-annonce Netflix? Oui? Super, on regarde. Où es-tu? C'est la question que se posent tous les Sénégalais ici depuis l'annonce de la disparition de Diarisso. Diarisso est en effet une star locale. Elle a été sacrée meilleure élève du Sénégal 2 années de suite dans une émission retransmise en direct sur la télévision nationale avec le président Macky Sall. C'est un modèle pour de nombreux élèves ici. Une jeune étudiante modèle venue de l'étranger, inscrite dans un des lycées les plus sélectifs de France et qui se volatilise sans laisser de traces. Tous les ingrédients, ou presque, en tout cas, étaient réunis pour en faire un fait divers à sensation, que ce soit en ligne, via des mobilisations à Paris ou par des relais dans la presse sénégalaise et internationale. La disparition de Diarisso a pris des proportions importantes, mais comme avec toute série qui se respecte, n'est-ce pas Game of Thrones, le dénouement n'a pas forcément été au goût du public et pour cause. Après 2 semaines de recherche effrénée, l'élève sénégalaise disparue refait surface. Dans des tweets, le ministre sénégalais de l'eau, qui l'avait prise sous son aile, publie les extraits d'une lettre et d'un échange qu'il aurait eu avec elle. Elle assure être en sécurité et être partie de son plein gré, sans préciser les raisons de son silence. Tout ça pour ça. Bon, alors bien sûr, on est d'abord ravis que Diarisso n'ait pas été kidnappé ou pire encore, c'est l'essentiel. Mais pour une simple disparition a priori volontaire, disons que les choses ont escaladé en affaire d'État très rapidement, non? Et avec un tel engouement, une telle implication de l'opinion publique, on peut facilement comprendre la colère des uns et des autres. Je sais que cette affaire divise, mais comme c'est de coutume dans le débrief, eh bien je vais quand même donner mon opinion. Tout d'abord, je tiens à féliciter celles et ceux qui se sont mobilisés, ainsi que les autorités sénégalaises et françaises qui ont rapidement agi, en espérant bien sûr qu'elles auraient fait pareil pour une toute autre étudiante. Maintenant que nous savons qu'elle va bien, il est facile bien sûr de critiquer l'emballement, disons, politico-médiatique qu'a pris cette affaire, mais qu'est-ce qu'on aurait dit s'il s'agissait vraiment d'un enlèvement ou d'un assassinat et que les médias comme les autorités avaient pris tout leur temps pour retrouver Diary? Les personnes ayant décidé de s'impliquer dans la recherche de la jeune femme ont fait ce qu'il fallait faire en de pareilles circonstances. Il n'y a donc pas de honte à avoir, tout au contraire. Maintenant que ça, c'est dit, Diarisso est, selon la législation française, majeur et a donc bel et bien le droit de disparaître sans donner aucune explication à qui que ce soit et elle a exercé ce droit. Bien sûr, si elle avait alerté ses proches suffisamment tôt du caractère volontaire de sa disparition, nous n'en serions pas là. Mais la jeune femme a fait comprendre dans une de ses lettres qu'elle n'était pas en capacité de donner des nouvelles. Voilà qui suscite plus de questions que ça n'apporte de sens ou de réponse sur les circonstances. Et c'est mon point suivant. Est-ce que les Sénégalaises et les Sénégalais, en dehors de ses proches, sont en droit de réclamer des explications à Diarisso? Eh bien, dans un certain sens, oui, car son séjour scolaire en France est grandement financé par le contribuable sénégalais. Qu'elle décide donc d'arrêter les cours en cas de force majeure remet au moins en partie en cause l'attribution de sa bourse. Mais à nouveau, peut-être qu'elle avait une bonne raison, peut-être qu'elle avait une raison plus que compréhensible de vouloir faire une pause, chose qu'il sera difficile à déterminer tant qu'elle gardera le silence. À vrai dire, le mystère aurait même pu s'arrêter là. Diarisso a disparu, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on la retrouve, elle va bien, sujet suivant. Sauf que lundi 1er février 2021, l'étudiante / romancière de 20 ans décide de publier une vidéo sur son compte Instagram. Alors qu'elle vient tout juste de rentrer au Sénégal et que sa disparition est encore fraîche dans tous les esprits, Diary a décidé de revenir sur les réseaux sociaux avec une promo de son prochain livre, accompagnée d'une vidéo qui mixe pub pour produits éclaircissants, défilé haute couture et extrait de fiction afro-américaine. On regarde un bout. Aline, il y a exactement 26 mois et 2 jours, quand le destin a frappé une fois de plus aux portes de mon existence. Depuis, je suis 2 femmes distinctes que plus rien ne relie. Erin Jolie,
D'abord, je n'ai pas voulu de ce nom, trop occidental et peu naturel. Maintenant, je sais que je me trompais. Longtemps, j'ai cru que ma vie ne serait que pénitence. Je m'étais faite à l'idée de ne jamais connaître le véritable bonheur. J'aimais les aventures et les hasards de l'existence. Je m'élevais, je montais, je grimpais, sans jamais planer. Et les masques tombent, le titre de son nouveau roman, écrit avant sa fugue, précise Diary, raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'enfuit loin de sa famille. Toute ressemblance avec des faits réels est bien évidemment fortuite. Comme depuis le début de cette histoire, les avis sont tranchés. D'une part, on a quasiment envie d'applaudir Diary pour ce sens du timing. Quel meilleur moment pour promouvoir son œuvre alors que tous les projecteurs sont braqués sur elle, n'est-ce pas? Ça expliquerait presque qu'elle reste évasive sur sa disparition pour maintenir un tout petit peu l'intérêt du public. Bon, mais il y a aussi une envie quand même de la traiter de manipulatrice, qui n'aurait aucun égard pour les personnes qui se sont vraiment, mais vraiment inquiétées pour elle. Dans un cas comme dans l'autre, Diary So est toujours dans l'actu, bénéficie désormais d'une renommée internationale et d'ailleurs Instagram a certifié son compte. Comme quoi, En tout cas, en ce qui me concerne, bien que je crois qu'elle ait commis quelques maladresses qui, ne plaident pas vraiment en sa faveur, à vrai dire, je serais quand même d'avis qu'on la laisse un peu tranquille. Au-delà de son histoire à elle et des raisons de sa disparition, cette affaire aura au moins permis de mettre quelques sujets sur la table, à commencer par la pression de la réussite scolaire, en particulier chez les enfants africains. Se retrouver à un jeune âge, à porter tous les espoirs d'une famille ou tous les espoirs d'un pays, c'est une responsabilité énorme. Mais imaginez devoir en plus vivre ça, seul, à l'étranger et en prépa sélective. Ce n'est absolument pas drôle. Je vous le dis d'autant plus que j'ai moi-même fait une prépa sélective à quelques pas seulement de celle de Diary So. La prépa, c'est une ambiance particulière. Voyez ça un peu comme un camp d'entraînement militaire, mais pour le cerveau. On vous répète à peine sorti de l'adolescence que vous êtes la crème de la crème à longueur de journée, que vous appartenez à l'élite, et croyez-moi, cela peut vite vous monter à la tête, que vous représenterez votre établissement à un concours qui accepte 10 candidats sur 1000 et que vous avez la lourde tâche de ne pas faire chuter le taux de réussite de votre prépa. Et ça, bien sûr, c'est sans compter sur les 10 livres qu'on vous suggère vaguement de lire, mais qu'en vrai, vous avez intérêt à lire quand même, les exposés oraux en one-to-one le samedi matin. Bref, une classe préparatoire, c'est un peu donner 2 ans de sa vie, ou 3 si vous ratez le concours que vous souhaitez, à osciller entre vos salles de cours, la bibliothèque et votre lit. Le cas de Diary So m'a fait penser à ma colocataire en première année de prépa. On va l'appeler Sandrine. Alors Sandrine, c'était une élève brillante, elle faisait de la danse classique, elle se levait à 5 h du matin pour lire du Spinoza, elle rendait toujours ses dissertations plusieurs jours à l'avance, bref, le genre d'élève modèle qui me mettait bien la pression. Mais devinez quoi? Sandrine n'a pas fini l'année. Je suis rentrée un jour dans notre dortoir et elle n'était tout simplement plus là. Une autre camarade de prépa, on va l'appeler Mélodie. Mélodie venait de Martinique. C'était la première fois qu'elle partait aussi loin de sa famille. Et elle non plus n'a pas terminé l'année et a décidé volontairement de quitter la prépa. Le rythme était tellement intense qu'en fait, ça aurait pu être n'importe quelle personne de notre promo, blanche, noire, asiatique, africaine, peu importe. La force mentale et la résilience sont d'immenses qualités, bien sûr, mais il n'y a pas à blâmer les personnes qui décident d'abandonner. Même quand ça va à l'encontre des aspirations d'autrui, à commencer par leur propre famille. Après tout, si on a assez de capacité pour intégrer une classe préparatoire sélective, en principe, on a assez de capacité pour faire bien d'autres choses. On ne sait toujours pas si la disparition de Diary So était liée à une forme d'épuisement ou à la pression, mais j'espère au moins que cette affaire aura permis de parler de santé mentale, du surmenage, qui par ailleurs n'est pas une maladie imaginaire exclusivement réservée aux Blancs. Parler aussi de l'équilibre à trouver entre encourager et forcer quelqu'un à suivre une voie. Pour le reste, on attend de voir la suite de la carrière de Diary. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. En attendant, au sommaire de cette émission, on parlera de la supposée dépravation des mœurs des élèves gabonais, un sujet qui a passionné le Bongoland ces derniers jours. On évoquera aussi le cas d'un fils de chef d'État africain qui s'est fait taper sur les doigts. On ira en République démocratique du Congo pour mettre en avant des citoyens qui ont décidé de boycotter le paiement des taxes pour forcer les autorités à faire leur boulot. Et bien évidemment, on finira avec de la culture, notamment 3 artistes ou projets à découvrir ce mois-ci. Le débrief saison 2, épisode 3, ça démarre tout de suite et maintenant.
moment de consulter le répondeur. Chaque semaine, nous mettons en avant un spectateur ou une spectatrice du débrief dans cette rubrique. Cette semaine, c'est Anne Audrey depuis le Togo qui nous a contactés par rapport à un événement assez particulier. Écoutons-la. Bonjour, je suis Anne Audrey Betolancy, débriefeuse du Togo résidente à Lomé. Ces temps-ci, la toile togolaise explose. Une vidéo d'Anovivi Chocolat fait le buzz sur Facebook. Dans cette vidéo, la célèbre Anovivi fait la promotion d'une soirée. Une soirée pas comme les autres. Une soirée dénommée la nuit de la b***. Dans sa vidéo, Anovi invite les participants à cette soirée à venir s'adonner à leurs penchants et plaisirs les plus tordus. S'ajoutant à ça, une affiche explicite donnant des informations précises sur cette rencontre. Alors, face aux réactions monumentales des internautes, les autorités togolaises réagissent. Le maire publie dans un communiqué le 26 janvier 2021 et invite les organisateurs de cette soirée à l'annulation pure et simple de cet événement, au risque de contrôle et de problèmes judiciaires. Alors, d'un côté sur Facebook, on remarque deux différentes vagues, où on constate qu'un côté nous avons les Togolais indignés et criant à la dépravation des mœurs, et de l'autre côté nous avons les jeunes qui eux plaident la cause des organisateurs en disant que si ces organisateurs avaient un emploi, qu'ils n'organiseraient jamais d'événements pareils. Alors selon vous, on peut se demander maintenant, est-ce que finalement la dépravation des mœurs est due au chômage de la jeunesse, ou encore est-ce que cet événement est la meilleure manière pour le libertinage et prôner le libertinage des mœurs? Merci Anne Audrey pour ce message. On a hâte de voir si la soirée en question aura lieu ou pas. Si vous souhaitez également apparaître dans la rubrique de la semaine prochaine, envoyez-nous une vidéo d'1 minute 30 secondes maximum sur WhatsApp au numéro +225 07 97 84 08 87. N'oubliez bien sûr pas de vous présenter, de nous dire dans quelle ville vous vous situez et bien sûr de présenter votre sujet. On attend vos vidéos. Dans le club très sélect des fils de présidents africains qui font la fête, une nouvelle recrue fait son entrée. Après Karim Keïta du Mali et Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale, c'est au tour de George Weah Jr. de faire parler de son talent de boucantier. Le fils du président libérien a été interpellé à Paris pour tapage nocturne et non-respect des mesures sanitaires dues au coronavirus. Et même si le concerné prétend n'avoir participé qu'à une petite soirée organisée par un ami footballeur, il faut dire que ses antécédents ne jouent pas vraiment en sa faveur. Du bruit tout au long de la nuit, un défilé permanent d'invités, ses voisins n'en peuvent plus. Mais par peur du statut de l'intéressé, très peu ont voulu s'exprimer. Les déchets dans la rue, que ce soit des bouteilles ou des bonbonnes de gaz, etc. C'est vrai que c'est pas forcément agréable d'avoir ça le matin. Des fêtes fréquentes dans la commune des Yvelines. Mais lundi, c'est dans un des coins huppés de la capitale que l'aîné du clan Weah a participé à une soirée. Interpellé par la police pour non-respect des règles sanitaires, outrage à agents et rébellion, l'intéressé nous livre sa version des faits. Là où je reconnais mon tort, c'est d'être en dehors des horaires de couvre-feu, mais ce n'est pas pour autant que j'ai voulu utiliser, que ce soit mon statut ou autre. À Saint-Germain-en-Laye, où il réside, George Weah Jr. est connu pour ses soirées clandestines dans son appartement de 120 mètres carrés où coule champagne, jacuzzi et autres petits plaisirs nocturnes. Excédé, le voisinage a plusieurs fois eu recours à la police. Seulement, à chaque interpellation, le fils aîné de Mr. George a, comme dans un duel western, dégainé son passeport diplomatique face aux policiers qui, du coup, décident de ne pas aller plus loin. Il y a une incompréhension totale de la part de la population. Comment est-ce qu'on vient expliquer que tous les Français se verraient appliquer des règles différentes de personnes qui viendraient jouir d'une unité diplomatique qui ne reposerait sur aucune fonction? Lors de sa dernière interpellation, c'est même en compagnie de l'ambassadrice du Libéria elle-même que George Weah Jr. est allé répondre aux accusations portées à son encontre. C'est dans une interview accordée aux médias français Le Parisien et datant du 5 février 2021 que le petit prince reconnaît finalement les faits et s'excuse, nous précisant d'ailleurs que son papounet chéri de président est, je cite, très fâché. Oh là là. Bon, alors une jolie opération de communication pour limiter la casse, mais quoi qu'il en soit, George Weah Jr. a tout simplement été relaxé et ne sera très certainement pas inquiété. Comme quoi, comme l'avait dit un certain rappeur ivoirien...
Dans le débrief, nous avons l'habitude d'évoquer vos présidents préférés, c'est-à-dire les tout-puissants et les honorables dinosaures. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un président pas si puissant que ça. Et oui, il n'y a pas que des histoires risibles. En République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a été réélu pour un second mandat dès le premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Pourtant, cette élection a bien failli ne pas avoir lieu. Une question est sur toutes les lèvres, les élections vont-elles pouvoir se tenir ce week-end? Comme prévu, l'opposition affirme que non, elle appelle au report de manière urgente des élections et affirme arrêter toutes ces actions de campagne politique jusqu'à nouvel ordre. Depuis 2016, 2/3 de la RCA seraient hors de contrôle du gouvernement. C'est donc un président toujours aussi affaibli et presque contraint de quémander le soutien d'autres États comme la Russie et le Rwanda qui prêtera serment pour un second mandat. L'un des principaux défis de ce mandat, justement, ce sera de ramener la paix à Bangui, la capitale, mais aussi et surtout de ramener le contrôle de l'État central et la présence des pouvoirs publics sur toute l'étendue du territoire centrafricain, y compris à Birao où les rebelles semblent régner pour l'instant en seul maître. En attendant, c'est le peuple centrafricain qui, depuis bientôt 2 décennies, paye un lourd tribut à cause des nombreux affrontements armés qui asphyxient le pays. Sur le plan économique, la RCA a cruellement besoin d'investissements privés, mais les opérateurs économiques rechignent à s'y aventurer. Et un autre constat marquant dans le quotidien des Centrafricains, c'est la présence impressionnante des humanitaires dans le pays. En 2016 d'ailleurs, un journal français décrivait la RCA comme la République africaine qui survit grâce aux ONG. Un qualificatif toujours d'actualité en 2021 puisque les réalisations financées par l'aide internationale sont toujours aussi colossales. Dans certaines régions par exemple, en l'absence d'instituteurs, c'est l'UNICEF qui se charge de former et de payer les enseignants. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, quant à lui, assure la distribution de nourriture aux déplacés et Solidarité internationale gère même les latrines et la distribution de l'eau. Alors, le problème ici, si vous voulez, c'est qu'en recevant une aide humanitaire permanente, l'État ne peut songer à l'épanouissement social et économique. Enfin, économie, s'il en reste encore, hein. D'ailleurs, les chiffres de la Banque mondiale illustrent cette théorie dès 2019. L'aide internationale représentait alors 52,6% des revenus de l'État. Est-ce que vous en rendez compte? 52,6%. Au vu de tout ceci, force est de constater que les Centrafricains, qui espèrent retrouver une situation stable et propice à leur épanouissement, ne profitent toujours pas de l'exploitation des diamants et des autres minerais. À défaut donc d'un miracle de la part du président Touadéra, on leur souhaite beaucoup de courage. Vous le savez, dans le débrief, on est toujours très fan des initiatives qui consistent à secouer un peu nos dirigeants et leur rappeler, puisqu'ils semblent souvent l'oublier, qu'ils sont au service du peuple et non l'inverse. Dans ce domaine, nos héros de la semaine sont issus de la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC. D'après plusieurs médias congolais, tels qu'Actualité CD, la société civile de cette partie du pays aurait décidé de lancer une opération de désobéissance fiscale. En d'autres termes, ils ne paieront plus les taxes et autres impôts tant que leur requête n'aura pas été entendue. Alors, de quelle requête s'agit-il? Est-ce que les populations sont en train de réclamer des salaires à vie, ou un TGV, ou même des subventions? Eh bien non. Non. Ces citoyens réclament tout simplement que leur route soit entretenue. Rien que ça. Toujours selon Actualité CD, en seulement 3 mois, plus de 10 véhicules transportant des marchandises ont été emportés par les eaux du lac Tanganyika. Et malgré de nombreux courriers et des demandes auprès des autorités locales, eh bien la situation ne semble toujours pas évoluer. Il y a donc un risque pour les habitants des localités telles que Mwenga, Uvira ou Kamituga qui pourraient se retrouver coupés du monde si les routes et les ponts ne sont pas rétablis. Bien évidemment, bravo à ces citoyens qui se mobilisent, mais on peut quand même se demander si la désobéissance fiscale a un impact dans des pays où la récolte des taxes est encore, disons, très archaïque. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de contestation adapté aux réalités africaines? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dans le reste de l'actualité cette semaine, en bref, on a à Libreville, au Gabon, des élèves qui ont été sanctionnés après avoir participé à des vidéos jugées inappropriées. D'autres élèves ont, eux, été interpellés pour outrage au chef de l'État après avoir chanté une chanson. Des images de danse obscènes aux jeunes qui s'adonnent à des chants à l'encontre des autorités gabonaises, en passant par des ébats sexuels dans une maison inachevée ou encore des rixes dans les établissements. La toile a été inondée récemment d'images n'honorant pas la jeunesse gabonaise. Si ces actes n'ont pas manqué de choquer, les sanctions ne se sont pas fait attendre. Ainsi, les élèves du lycée Djoué Dabani qui ont exhibé leurs seins ont été présentés au procureur de la République. Si elles ont été remises en liberté, toutefois, elles ont été inculpées pour atteinte aux mœurs.
Les élèves du lycée technique Omar Bongo qui se sont livrés à des danses obscènes ont été présentés devant le procureur de la République, mais ont été relâchés avec un simple avertissement. Un avertissement du fait notamment qu'il n'y ait pas eu de diffusion de vidéos. Aussi, d'autres élèves du même établissement qui chantaient dans un transport en commun ont été présentés devant le procureur. Ils sont notamment inculpés pour outrage au chef de l'État, mais ont toutefois été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Si des parents d'élèves ont demandé qu'une sanction de 3 ans soit appliquée pour les auteurs des vidéos des danses obscènes, sur le plan administratif, le ministère gabonais de l'Éducation nationale n'a préconisé aucune sanction, mais a appelé les établissements dont les élèves sont concernés par ces vidéos à appliquer des mesures disciplinaires à travers la convocation des conseils de discipline qui ne se sont pas encore tenus. À Kinshasa cette semaine, c'est une jeune femme qui a fait sensation sur la toile après avoir été arrêtée pour possession de drogue, une marchandise qu'elle avait dissimulée sur sa tête. Elle a été arrêtée alors qu'elle embarquait sur un vol pour la Chine. Elle peut donc remercier la police congolaise de l'avoir interpellée à temps parce que si elle avait été arrêtée au niveau de la douane chinoise, je peux vous dire qu'elle allait passer un très sale quart d'heure. Toujours au chapitre RDC, le rappeur à succès Damso a dévoilé Kin, Tout est vie, un documentaire qui suit notamment l'artiste de retour dans son pays d'origine. Au Nigeria, 4 fermiers qui avaient traîné Shell en justice pour avoir pollué leurs terres ont finalement obtenu gain de cause, bien que 2 des plaignants soient malheureusement décédés avant que la sentence ne soit rendue. Devant une cour des Pays-Bas, la société pétrolière a été reconnue coupable de pollution après plus de 6 ans d'un bras de fer judiciaire. Oordeelt het Hof dat Shell Nigeria aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de lekkages. Shell Nigeria wordt veroordeeld om de schade van de boeren te vergoeden en de hoogte van de schadevergoeding moet nog nader worden vastgesteld. Toujours au Nigeria, un record vient d'être battu. Sorti pour les fêtes de Noël en décembre 2020, le film Homo Ghetto, produit par l'actrice Funke Akindele, est désormais le film nigérian qui aura rapporté le plus en salle. D'après le CIAN, organisme qui réunit les principaux exploitants de salles de cinéma au Nigeria, Homo Ghetto a été numéro 1 du box-office dans le pays pendant 4 semaines d'affilée, avec des revenus, s'il vous plaît, estimés à 1 million d'euros. Une excellente performance, surtout en temps de crise sanitaire. Funke Akindele devient donc la nouvelle reine du box-office nigérian, une position jusqu'ici occupée par une autre femme, Moa Boudou, et son célèbre film The Wedding Party. À l'époque de sa sortie, le film réalisé par Kemi Adetiba avait rapporté environ 992 000 euros. Et puisqu'on parle argent, on finit avec la start-up Africrea. Cette marketplace dédiée à la mode africaine a dévoilé il y a quelques jours le montant des transactions effectuées via son site, 10 millions d'euros. Cette barre hautement symbolique a été franchie en 2020, témoignant encore une fois de l'appétit grandissant des acheteurs pour la mode faite ou inspirée par l'Afrique. 10 millions d'euros de transactions pour une start-up basée en Côte d'Ivoire et détenue majoritairement par des Africains, ça mérite un big up. Bravo à l'équipe. On termine l'émission en musique avec 2 projets à écouter et un clip à voir. Il y a d'abord la sortie de Kanawa, le nouvel opus de la chanteuse malienne Nahawa Doumbia, un album engagé dans lequel l'artiste s'exprime notamment sur l'émigration clandestine des jeunes maliens. Si vous êtes curieux ou féru de musique sahélienne, on vous le recommande. Mon titre préféré personnellement sur le projet est le premier, intitulé Blonda Yirini. L'album Kanawa est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Dans un tout autre style, un projet et une artiste à découvrir ces jours-ci, c'est Arya Starr. La nouvelle protégée du célèbre producteur Don Jazzy a récemment rejoint le label Mavin Records, aux côtés d'artistes à succès comme Rema. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Arya Starr porte déjà beaucoup d'espoir. Alors que la scène afrobeat est en plein renouvellement aussi bien sonore qu'artistique, Arya apparaît déjà comme un des nouveaux visages de la scène alternative. Son EP éponyme est sorti fin janvier. On y retrouve 5 titres dans Away, le premier extrait du projet. Alors, si je devais donner un avis, je dirais que l'écoute m'a laissé sur ma faim, personnellement. J'entrevois l'univers d'Arya Starr plutôt clairement, mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu une claque sur le plan musical. Mais enfin, faites-vous votre propre opinion, Arya Starr est disponible en streaming.
Et puisqu'on parle de jeunes chanteuses nigérianes qui montent sur la scène alternative, on ne peut ne pas mentionner la belle et talentueuse Tems, je l'adore. Révélation musicale de 2020, celle à qui on doit le titre à succès Try Me, vient de sortir un tout nouveau clip. On regarde The Key par Tems. Your pain when the dark is closing in. See, they want to love me now. When they try to take me down, we be flying off the ground. When the world is going out, when the earth is falling in. This is the mind, this is the light. This is the dawn, this is the way. I see the drink on me before me. I've been the one, don't have to say it. This is the vibe, don't need to fake it. Seeing the world, living beyond it. This is the key so I can save you. Well, I don't like to turn my back, so I work and give back. May I just try to do my lane. Got a gang behind now. Listen when they call my name. I found a voice within me. Now I can't curse, but God has made. So let me pick your pain when the dark is closing in. Si vous ne la connaissiez pas déjà, vous pouvez découvrir Tems avec son EP For Broken Ears, sorti en septembre 2020. Nous arrivons au terme de cette édition du débrief. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en tapant @ledébrief.tv. Si vous souhaitez nous soutenir afin que nous puissions continuer à produire cette émission, vous pouvez faire un don via PayPal à l'adresse paypal.me/ledébrief ou au numéro +225 07 97 84 08 87. Je vous le promets, je finirai par le connaître par cœur. On remercie par ailleurs les marques Nadouchka et Kosukria qui m'habillent cette semaine. Quant à nous, on se voit dans un prochain épisode du débrief pour un tour d'horizon de l'actualité africaine. Salut!